L'empereur riait beaucoup et me demandait quelque chose de plus fort encore. Si cela devient bien difficile, cependant, il me revient encore une vieille douairière qui est morte avec l'obstination de n'avoir pas voulu croire à aucun de vos succès en Allemagne quand on parlait devant d'elle d'Ulm, d'Austerlitz, de votre entrée à Vienne. Et vous croyez cela, vous autres, disait-elle, haussant les épaules. Tout cela est fabriqué par lui. Il n'oserait pas mettre les pieds en Allemagne, croyez qu'il est encore derrière les Rhin, où il se meurt de peur et nous envoie des comptes. Le temps vous apprendra si on m'en impose à moi. Et les histoires épuisées, l'empereur me renvoya, disant, que font-ils? Que doivent-ils dire à présent? Certes, aujourd'hui, je leur donne beau jeu. Jeudi 22. Aujourd'hui a été un véritable jeu de deuil pour moi. C'est le premier depuis notre départ de France que je n'ai pas eu l'empereur. Des circonstances heureuses faisaient que j'étais la seule qui jusqu'à la suite de ce bonheur. Il a été fort souffrant. Sa réclusion a été complète. Il ne demandait absolument personne. Vendredi 23, l'empereur continue d'être souffrant. Pièce officielle remarquable adressée à Sir Hudson. Le temps a continué d'être humide et pluvieux. Sur les 3 heures et demie, l'empereur m'a fait demander dans sa chambre. Il faisait sa toilette. Il avait été fortement incommodé, mais grâce à sa manière de se traiter, disait-il, grâce à son hermétique réclusion de la veille, c'était fini. Il était bien. J'ai osé lui témoigner ma véritable douleur. Je vais inscrire, lui disais-je, un jeu malheureux dans mon journal. Je de le marquer à l'encre rouge. Et quand il a appris ce que c'était, comment Raymond a-t-il dit, c'est le seul jour depuis France où vous ne m'avez pas vu. Et vous êtes le seul? Et après quelques secondes de silence, il a ajouté avec un ton bien propre à me dédommager si cela eût été possible. Mais mon cher, si cela vous était d'un si grand prix, si vous éteigniez tant, que n'êtes-vous venu frapper à ma porte? Je ne suis point insupportable pour vous. Le docteur a été introduit. Il a dit que le gouverneur avait promis de ne pas mettre les pieds à Longwood. Un méchant qui était là a fait observer qu'il commençait à vouloir se rendre agréable. L'empereur a passé de là dans sa bibliothèque. Il s'est fait lire par mon fils une longue lettre que j'écrivais à Rome. L'humidité l'a chassé. Il a gagné le salon, la salle de billard. Arrivé au perron, il n'a pu résister au désir de marcher un peu. Ce que j'ai fait n'est pas sage, a-t-il dit. Heureusement, l'extrême humidité l'a forcé de rentrer presque aussitôt. Il s'est fixé dans le salon où il y avait un bon feu. Il a demandé de la tisane de feuilles d'oranger et a fait quelques parties de chacun. Plus tard, après dîner, l'empereur a parcouru le comte de Marmontel. C'est arrivé sur les philosophes soi-disant. Et tu sais encore beaucoup. Il a vraiment demandé de la feuille d'oranger. Il a déserté longtemps. Et de l'avenir, la plus intéressante sur Jean-Jacques. Sans talent, sans influence, sa bizarrerie. Cette turpitude privée. Il s'est retiré à 10 heures. Je suis bien fâchée de ne pouvoir aujourd'hui me rappeler des détails de tous ces objets. Dans les journées, M. de Montalon s'adressait la réponse officielle suivante au gouverneur qui avait écrit toujours les commissaires des puissances et les embarras de son budget. C'est la lettre qui est déjà mentionnée plus haut, le 18.
C'est moi, la voici. Pièce officielle. Monsieur le général, j'ai reçu le traité de 2 août 1815, conclu entre Sa Majesté britannique, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi des Prusses, qui était joint à votre lettre du 23 juillet. L'empereur Napoléon proteste contre le contenu de ce traité. Il n'est point prisonnier de l'Angleterre. Après avoir abdiqué entre les mains des représentants de la nation au profit de la Constitution adoptée par le peuple français, est en faveur de son fils et s'est rendu volontairement et librement en Angleterre pour y vivre, en particulier dans la retraite sous la protection des lois britanniques. La violation de toutes les lois ne peut pas constituer toi des faits. La personne de l'empereur Napoléon se trouve au pouvoir de l'Angleterre, mais des faits, ni de toi. Il n'a été ni né au pouvoir de l'Autriche, de Russie et de la Prusse, même selon les lois et coutumes de l'Angleterre, qui n'a jamais fait entrer dans la balance des prisonniers les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, les Espagnols, les Portugais, quoique ni assez puissants se peur des traités d'alliance et faisant la guerre conjointement avec elle. La convention de Duzum fait qu'un jour après que Napoléon était en Angleterre ne peut avoir en droit aucun effet. Elle n'offre que le spectacle de la coalition des 4 plus grandes puissances de l'Europe pour l'oppression d'un seul homme. Coalition qui desservoue l'opinion de tout le peuple, comme tous les principes de la saine morale. Les empereurs d'Autriche et de Russie, les rois des Prusses n'ayant été faits ni de toi aucune action sur la personne de l'empereur Napoléon. Ils n'ont pu rien statuer relativement à lui. Si l'empereur Napoléon eût été au pouvoir de l'empereur d'Autriche, ce prince-là fut recevez-nous des rapports que la religion et la nature ont mis entre un père et un fils. Rapports qu'on ne viole jamais impunément. Il se ferait souvenu que quatre fois Napoléon lui a restitué son trône à l'aube en 1797 et à Lunéville en 1801, lorsque ses armées étaient sous les murs de Vienne, à Presbourg en 1806, et à Vienne en 1809, lorsque ses armées étaient en maîtresse de la capitale des 3/4 de la monarchie. Ce prince fut reçu nous des protestations qu'il lui fit au pouvoir de Moravie en 1806 et à l'entrevue de Dresde en 1812. Si la personne de l'empereur Napoléon eût été au pouvoir de l'empereur Alexandre, ce fut revenu des lieux d'amitié contractés à Tilsit, à Erfurt, et pendant 2 ans de commerce journalier, ce fut revenu de la conduite de l'empereur Napoléon. Et lors de la bataille d'Austerlitz, où pouvant le faire prisonnier avec le débris de son armée, il se contenta de sa parole. Elle lui laissa opérer sa retraite. Il se fut revenu des dangers que personnellement l'empereur Napoléon a bravé pour éteindre l'incendie de Moscou et lui conserver cette capitale. Certes, ce prince n'eût pas violé les devoirs de l'amitié et de la reconnaissance envers un ami dans les malheurs. Si la personne de l'empereur Napoléon eût été même au pouvoir des rois des Prusses, ce souverain n'eût pas oublié qu'il a dépendu de l'empereur après Friedland de placer un autre prince sur le trône de Berlin. Il n'eût point oublié devant un ennemi désarmé les protestations de dévouement et les sentiments qui lui témoignaient. En 1812, à entrevue de Dresde aussi, voit-on par les articles de 5 du dit traité que ne pouvant influer en rien sur le sort
et la personne de l'empereur Napoléon qui n'est pas en leur pouvoir. Ces princes se sont reportant à ce que fera là-dessus sa majesté britannique, qui se charge de remplir toutes les obligations. Ces princes ont reproché à l'empereur Napoléon d'avoir préféré la protection des lois anglaises à la leur. Les fausses idées que l'empereur Napoléon avait de la libéralité des lois anglaises et de l'influence d'un peuple grand, généreux et libre sur son gouvernement, l'ont décidé à préférer la protection de ses lois à celle de son beau-père ou de son ancien ami. L'empereur Napoléon a toujours été le maître de faire assurer ce qui lui était personnel par un traité diplomatique, soit en se remettant à la tête de l'armée de la loi, soit en se mettant à la tête de l'armée de Gironde qui commandait le général Clausel. Mais ne cherchons désormais que la retraite et la protection des lois, toute nation libre, soit anglaise, soit américaine, toute stipulation lui ont paru inutile. Il a cru le peuple anglais plus lié par cette marche franche, noble et pleine de confiance qu'il ne l'eût peut être par les traités les plus solennels. Il s'est trompé, mais cet heureux fera jamais rougir le vrai Breton, et dans les générations actuelles comme dans les générations futures, sera une preuve de la déloyauté de l'administration anglaise. Les commissaires autrichiens et russes sont arrivés à Saint-Hélène si leur mission a peu but de remplir une partie des devoirs que les empereurs d'Autriche et de Russie ont contractés par le traité de Jésus, et de veiller à ce que les agents anglais dans une petite colonie au milieu de l'océan ne manquons pas aux égards dus à un prince lié avec eux par les liens de parenté et par d'autres rapports. On reconnaît dans cette démarche des marques de caractère du souverain, mais vous avez, monsieur, assuré que ces commissaires n'avaient ni le droit, ni le pouvoir d'avoir aucune opinion sur tout ce qui peut se passer sous ce rocher.